Je ne sais pas comment vous vous positionnez, vous, dans votre consommation au quotidien, si vous cherchez à être de plus en plus responsable. En tout cas, je trouve, en tout cas autour de moi, qu'il y a de plus en plus de gens qui essaient de consommer bio, d'être plus responsables. Et aujourd'hui, on va parler de local et comment, quand on vit en ville, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, on peut avoir un impact très fort. D'abord en mangeant, évidemment, en consommant des produits qui sont bien produits, donc par exemple bio pour ce qui concerne l'alimentaire, mais aussi local, voire en réutilisant des produits déjà existants. Bref, on va explorer tout ça avec Elisabeth Laville, qui est la fondatrice d'Utopie, qui est un cabinet qui accompagne les marques depuis 25 ans sur une plus grande responsabilité. Donc je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des villes et de l'autonomie et de durabilité. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mangent de plus en plus bio, en tout cas dans les villes. C'est pas forcément tout le monde et c'est pas forcément dans les supermarchés partout, mais enfin, il y a comme une tendance. Néanmoins, ce qu'on remarque, c'est que ces produits-là, ils peuvent venir de très loin. Souvent, je cite cet exemple de Wall in the Moon où je vois des produits, donc il y a une boutique hyper connue pour être bio, donc il y a tous les étrangers, etc. Mais n'empêche que les produits viennent du Guatemala ou de je ne sais où, donc c'est pas très très responsable, c'est pas, non, ça rentre pas dans le cadre du développement durable. L'autonomie alimentaire de Paris, elle est ridicule. En quoi c'est important de changer ce paradigme en fait ? Alors, c'est important pour plein de raisons. C'est important déjà parce que, en raison de ce que tu évoquais, c'est-à-dire que si on consomme des produits qui sont supposés mieux-disants pour l'environnement, typiquement biologiques, etc., dans le mode de production, mais qu'on les transporte, et notamment par avion quand c'est des produits frais, depuis l'autre bout du monde. Et je parle de produits frais, ça peut être aussi bien des fruits et légumes que des fleurs, parce que les fleurs sont beaucoup importées par avion. Ça n'a pas de sens. En tout cas, du point de vue de l'environnement, qui est l'intention initiale, ça n'a pas de sens, même si en fait on voit que les gens consomment plus bio pour la santé en réalité que pour l'environnement. Souvent. Mais en tout cas, cette question d'autonomie alimentaire, elle a plusieurs impacts. Elle a donc les impacts environnementaux, le fait que, d'autonomie alimentaire ou d'autonomie tout court d'ailleurs, parce qu'on parlera peut-être aussi des productions industrielles. Donc il y a l'aspect environnemental, l'impact environnemental, y compris l'impact environnemental local. Donc il y a les émissions de CO2, mais le trafic sur les routes, les accidents sur les routes, et ce qui est le cas de manière croissante, les territoires se transforment en plateformes logistiques où à longueur de journée, des camions qui exportent certaines denrées croisent des camions qui importent ces mêmes denrées parfois. Ça génère aussi toute une série de nuisances locales, le bruit, la pollution, les émissions de diverses particules toxiques, etc. etc. Évidemment, l'aspect environnemental. Par ailleurs, il y a un autre point qui est la perte de lien social entre les gens qui produisent et ceux qui consomment sur un même territoire. Donc ça, c'est aussi un sujet. Et puis, il y a un autre sujet qui est la résilience économique. C'est-à-dire, plus un territoire est dépendant de l'extérieur, y compris pour des choses aussi basiques que l'alimentation, plus il est vulnérable au fond, au fait que si à un moment pour le transport devient trop cher, il y a un problème avec la source d'approvisionnement, on est complètement démunis. En gros, on a une autonomie qui est ridicule. On ne tient même pas 24 heures. Il n'y a qu'à voir quand il y a des pénuries d'essence ou de certaines denrées alimentaires pour des raisons X, Y, Z. C'est la panique, les gens stockent de l'eau. Bon, voilà. D'ailleurs, peut-être pour rappeler le chiffre, parce qu'on vient de vérifier ensemble, mais de la l'indépendance alimentaire de Paris, c'est combien ? Alors, l'autonomie alimentaire de Paris, dans l'étude qu'on a faite, nous, sur le sujet qui classe, en fait, c'est les aires urbaines, d'ailleurs, c'est pas Paris au sens strict. Paris, si je la vérifie, c'est 1,27. Ce qui plaçait la ville en 69e position sur 100. Et je crois que j'ai eu un débat l'autre jour avec Jean-Louis Missica qui disait, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a quelques décennies, c'était 50%. Donc en fait, on est tombé très très bas. Alors lui, je pense qu'il parlait plutôt de Paris intramuros, cela dit, mais et ce que je te disais tout à l'heure, c'est le chiffre 1,27%, c'est sur les villes. D'autonomie moyenne des aires urbaines en France sur l'alimentaire, on va en reparler peut-être, qu'on avait mesuré, c'est 2,1%, donc c'est vraiment pas très très haut. Et les villes les plus hautes, genre Avignon, je les ai sous le nez, la Valence, Nantes, etc., sont entre 6 et 8%. Donc c'est pas énorme non plus, celles qui sont les plus élevées. On va en reparler après. Mais Paris, si on regarde l'autonomie fabricante en général, c'est-à-dire sur tout ce qui est consommé, après on va dire
qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre ? Autonomie alimentaire, c'est tout ce qui est consommé en alimentation sur le territoire de l'aire urbaine de Paris. Quel est le pourcentage de tout ça qui vient de cette même aire urbaine, d'accord ? Donc c'est pas que les fruits et légumes frais, c'est pas que les fruits et légumes à la cantine, dans les cantines scolaires, c'est y compris les produits transformés, les produits surgelés, ce qui est consommé dans les restaurants, etc. Donc c'est effectivement 1,27% pour Paris, 2,1% en moyenne, et même 8% pour Avignon, rien du tout. Donc la question, et on en reparlera, c'est pas est-ce qu'on peut tout relocaliser, parce qu'on est tellement loin que franchement ça me paraît plus trop le sujet. Non. La question c'est est-ce qu'on peut relocaliser un peu, en sachant qu'à chaque fois qu'on relocalise un peu, on regagne des emplois, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est important aussi, on regagne du lien social, on regagne de la performance environnementale et on regagne un peu de résilience économique si toutefois il y a un problème. Et sur donc parce que cette question ne se pose pas que sur l'alimentation, si on regarde tout ce qui est consommé à Paris, tout ce qui est consommé en moyenne dans une aire urbaine, quelle est la part de tout ça qui vient de la même aire urbaine ? Alors Paris, là pour le coup, est en tête du classement qu'on a fait, et le niveau d'autosuffisance, c'est 8,7%. Ça reste ridicule. Donc ça reste, c'est encore une fois, sur les deux classements, on voit que celui qui est en tête, il est en gros à 8%. Donc oui, c'est pas énorme, et ça dit que la marge de manœuvre, elle est importante, et on a encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de choses à gagner, à relocaliser un peu. Nous, on dit pas qu'il faut relocaliser, passer à 100%, on dit à chaque fois qu'on relocalise, mettons 10% de ce qu'on consomme, on gagne sur tous les différents volets que j'ai évoqués tout à l'heure. Et là, en fait, on pourrait envisager deux choses. Il y a ce mythe un petit peu en ce moment du Parisien qui part à la campagne. Donc on pourrait imaginer que c'est les gens des villes où il va y avoir une décentralisation un peu quelque part, où les gens vont partir des villes et aller à la campagne, donc se rapprocher finalement des producteurs. Ça peut être une manière d'envisager les choses, ou effectivement de rapprocher ou de reconnecter des producteurs locaux avec... Mais est-ce que si on rapproche des producteurs locaux, pardon, excuse-moi, je réfléchis en même temps que je pense, mais en même temps que je parle, est-ce que ça va pas justement générer une sorte d'agriculture un peu intensive autour de Paris, ce qui n'est pas forcément très positif non plus, si ? Alors, sur le fait que les urbains aillent vivre en ville, en campagne, en campagne, pardon, si on sort de la problématique parisienne, la tendance, elle est à l'inverse de ça. C'est-à-dire que partout dans le monde, c'est plutôt les ruraux qui vont dans les villes, parce que c'est là qu'il y a la richesse, c'est là qu'il y a la consommation, c'est là qu'il y a une meilleure qualité de vie, un accès à plein de services, les jobs, etc. Donc aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de la moitié de la population mondiale qui vit en ville, et ça va croître. Je crois qu'on est à 53%, qu'on pense qu'on sera à 65% ou 75% en 2050. Donc clairement, on va plutôt dans le mouvement inverse, à l'exception de quelques épiphénomènes, peut-être effectivement parisiens ou des très grandes villes, ou des gens qui sont vraiment la frange la plus riche de la population, qui peut se payer d'avoir un appart en ville et une maison à la campagne, ou quelques néo-ruraux, mais ça reste assez marginal. Non, on a intérêt à remettre de la production, on va en parler, à remettre de la production alimentaire et non alimentaire d'ailleurs en ville, à la fois parce que ça ramène des emplois. Sur la production alimentaire, alors ça va dépendre de la façon dont on le fait. C'est sûr que si on produit des fraises dans des containers, on pourra en reparler dans ce qu'est l'agriculture urbaine aussi, c'est pas exactement l'image historique de la ferme dans laquelle on aurait envie d'emmener ses enfants voir comment l'alimentation est produite. Mais comme par ailleurs, pour des questions de résilience climatique et d'adaptation climatique, on a, pour lutter contre ce qu'on appelle les îlots de chaleur, qui sont pendant les épisodes les plus chauds en été, il fait encore plus chaud quand on est dans un endroit qui est tout bétonné, avec de l'asphalte, etc. Donc on veut remettre, et par exemple la ville de Paris a pris un engagement de transformer toutes les cours d'école en espaces verts, pour remettre des espaces verts en ville, parce que les espaces verts génèrent de l'humidité, et qu'on voit bien en été, il fait moins chaud sous un arbre ou près d'un arbre, bien ou sûr, sur l'herbe que sur de l'asphalte. Donc ça va être un enjeu pour les villes dans juste l'adaptation au changement climatique. Donc il va falloir remettre des espaces verts. Ça va dans le sens de remettre un peu de production en ville, de production agricole, des espaces verts, des jardins potagers, etc. Sachant qu'il ne faut pas se leurrer. Et il y a pas mal d'études qui montrent que c'est pas avec de l'agriculture urbaine qu'on va nourrir les habitants des villes demain. Ça sera plutôt effectivement avec de l'agriculture périurbaine, c'est-à-dire en grande banlieue, on va dire. Et c'est aussi dans l'intérêt de la résilience climatique, mais c'est pas forcément un problème de remettre de la production agricole. Non, mais je parlais, en fait, étant donné le nombre d'habitants qu'il y a à Paris, peut-être que ça a généré une production intensive
qui n'est pas forcément souhaitable. Il y a un risque, c'est pour ça que je disais, il y a des dérives dans l'agriculture urbaine. Pour moi, l'intérêt principal de l'agriculture urbaine, et toutes les études que j'ai vues là-dessus disent la même chose, c'est pas de nourrir tous les Parisiens, si on prend l'exemple de Paris demain, c'est plus déjà de remettre l'idée, c'est plus de faire de la pédagogie et de la sensibilisation au fond, de remettre l'idée que c'est mieux si ce qu'on consomme est produit pas très loin de chez nous, de réapprendre aux urbains, y compris aux petits urbains, aux futurs grands urbains, que tout ce qu'on consomme a une histoire et que toutes les histoires se valent pas et que c'est intéressant de savoir dans quelles conditions sont produits les aliments qu'on consomme. Voilà, produits ou d'ailleurs transformés, parce que dans la production, il y a aussi la transformation, voire le succès des bières artisanales, par exemple. Les bières artisanales, c'est forcément pas que des céréales qui viennent de l'aire urbaine en question. En revanche, on voit bien, aux États-Unis, c'est déjà un quart du marché des bières. Wow. Donc il y a un intérêt énorme des consommateurs pour, au fond, des marques ou des produits dont on connaît l'histoire et dont l'histoire est proche de chez nous et crée plutôt des jobs près de chez nous et qu'à la limite on voit produire, etc. Donc le côté un peu plus artisanal, moins industriel, moins standardisé, un peu plus le produit qui nous ressemble parce qu'il est fait par des gens près de chez moi avec des matières premières qui viennent de pas très loin. Et aussi la dimension récit, c'est je suis capable de raconter l'histoire du produit que je consomme. Il y avait eu un article hyper intéressant dans Slate sur l'émergence d'une frange de consommateurs engagés qui se distinguent pas socialement par la marque qu'ils consomment, le prix de ce qu'ils consomment, etc., mais par le fait qu'ils savent raconter l'histoire de ce qu'ils consomment. Ouais. Donc la tomate ancienne, etc., ils disaient on est passé de la consommation ostentatoire à la production ostentatoire. Si je suis capable de raconter l'histoire de ce que je consomme, alors socialement, en termes de statut, en termes d'éducation, en termes de distinction sociale, peut-être pas forcément le bon levier, mais bon, ça marche. D'ailleurs, alors, juste pour rester sur l'alimentaire, après on va sortir de l'alimentaire, mais je vais bientôt recevoir le fondateur de Sous les fraises, qui fait de l'agriculture urbaine. C'était un peu, je pensais sur les fraises dans les containers. Non, mais c'est ça, mais sous les fraises, donc qui, juste pour l'explication, qui est en train de faire de la production sur les toits, en l'occurrence de Galeries Lafayette, mais on voit ça sur les centres commerciaux, etc. Mais finalement, non, c'est pas lui, c'est Agricool, l'autre auquel je pensais. D'accord. C'est pas lui, effectivement. Il fait des fraises, mais ailleurs. Ils ne font pas que des fraises d'ailleurs, ils font beaucoup de choses et ils font de la bière artisanale aussi. En fait, celui auquel je pensais, c'est Agricool, qui fait des fraises dans les conteneurs sous le périph'. Alors oui, non. Mais ça vaut le coup de l'inviter aussi, parce que c'est aussi une production mais par contre, cette production, elle va beaucoup quand même dans les grands restaurants. Donc ça va pas non plus un peu comme les pleurotes faites avec du marc de café, etc. Mais il y a pas mal de productions. Mais franchement, c'est vertueux. Après, non, quand je parlais des excès, je parlais même pas d'Agricool. Agricool, pour moi, c'est juste l'idée que si demain, j'essaie d'expliquer à mes enfants que c'est bien de consommer des produits dont on connaît l'histoire, qui sont produits pas loin de chez nous, et que je les emmène là où avant. Mes grands-parents me disaient, viens, on va à la ferme chercher le lait. Là, on dit, viens, on va chercher les fraises dans un conteneur sous le périph', c'est pas éclairé à la lumière artificielle, ça vend moins de rêve, c'est ça. Et j'ai visité, moi, aux États-Unis, notamment des prestataires, alors plus gros, des entreprises plus grosses d'agriculture urbaine, qui étaient bardées de prix awards internationaux sur l'économie circulaire, le bio, etc., sans pesticides et autres, mais franchement, ça fait pas envie une seconde. C'est des hangars sombres avec des lumières artificielles de micro-salades, les jeunes pousses, parce que c'est plus facile à faire pousser dans ces trucs-là, cultivés sur un substrat de plastique. Donc ça fait pas, avec des produits chimiques, qui sont pas, du coup, plutôt des nutriments, en fait, naturels que des produits chimiques, mais alors, ok, ça c'est vendu comme sans pesticides, produits localement. En apparence, c'est cool. En réalité, moi, personnellement, je trouve ça pas très cool. Je préfère quelque chose qui vient d'un peu plus loin, qui a poussé dans de la vraie terre, etc. Mais ça répond à plein de choses. Le gaspillage alimentaire, aux États-Unis, s'ils transportent des salades produites en Californie, à New York, ça marche pas. Donc c'est sûr des jeunes pousses produites à côté, c'est mieux, on en jette moins, c'est plus frais, il y a moins de dégâts dans les transports. C'est compliqué, parce que c'est jamais hyper tranché. Il y a des avantages et des inconvénients à toutes ces solutions. Et en fait, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a aussi la manière dont les gens consomment. Donc, il y a sans doute une éducation aussi à arrêter de consommer des produits qui ne sont pas de saison. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne savent plus très bien
ce qui est de saison de ce qui n'est pas de saison, en fait. C'est clair. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est pas les fruits et légumes cultivés dans des containers avec de la lumière artificielle qui va les aider à se reconnecter à ça. C'est le problème. Mais c'est pas... Oui, c'est sûr. Mais c'est pour ça que l'agriculture urbaine est intéressante si elle n'est pas enfermée, pour moi. Elle remet cette idée-là, qu'il y a des saisons, que tout ne pousse pas en toute saison, que comment ça pousse, au fond, aussi. Juste la pédagogie qui était... En gros, on a perdu Michel Serres disait ça. Il disait qu'il y a 2 générations, tout le monde avait un parent ou un grand-parent agriculteur, bien sûr, y compris dans les villes, et que là, on est en gros la première génération pour laquelle c'est plus le cas. Je prends ma fille, moi mes grands-parents vivaient à la campagne, on achetait à la ferme. Ma fille, c'est plus le cas. Ses grands-parents, ils vivent en banlieue. Bon, voilà. Donc ce lien-là, il s'est perdu en quasiment 1 ou 2 générations. Et donc, il va aussi falloir refaire cette pédagogie-là. Une fraise, ça pousse comme ça. Les fraises, ça pousse pas en hiver, etc. Et en même temps, les gens, parfois maintenant, ils ont l'impression que c'est magique. C'est-à-dire que, ah ouais, mais si je prends, j'en sais rien, un melon et que je prends les pépins de melon, en fait, si je le replante potentiellement... Oui, il y a cette idée de redécouvrir ça. Donc, pour moi, l'agriculture urbaine, elle fait cette pédagogie-là en remettant, au fond, les cycles de la nature dans notre environnement quotidien. Parce que si vous vivez en ville... Pour l'instant, il n'y a pas énormément d'espace vert, ça dépend des villes. Vous voyez même pas l'automne. Il y a 2 saisons, c'est l'été et l'hiver, en gros. Les saisons nuancées, c'est le printemps, l'automne. Les gens ne les voient pas comme on les voit quand on vit à la campagne, etc. Donc, retrouver cette connexion au rythme de la nature qui, de toute façon, il n'y a qu'à voir tout le débat qu'il y a eu sur l'heure d'été et l'heure d'hiver, qui, de toute façon, nous influence notre organisme, etc., nos organismes. Et réintégrer ça le plus possible dans notre alimentation. Et de manière opérationnelle, comment ça marche en fait? Parce que, alors il y a plusieurs sujets. Donc là, on a beaucoup parlé d'alimentaire, mais il y a eu une énorme désindustrialisation de la zone périurbaine. En tout cas, si j'envisage Paris, à l'Est, il y avait énormément d'usines. Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Elles sont utilisées par des agences de communication, entre autres, pour faire leur bureau. On n'a plus trop d'usines. Et quelque part, les usines, ça génère de la pollution. Donc c'est pour ça qu'en fait, on voit bien la différence de quartier entre l'ouest de Paris, par exemple, si je prends Paris, et puis l'est, où l'est était plus pauvre, l'ouest était plus riche parce que les usines étaient à l'est. Et voilà. Est-ce que ça prône une réindustrialisation? Parce que si on sort de l'alimentaire pour le coup, et qu'on se dit on va moins importer de produits qui ont été industrialisés d'une manière ou d'une autre, ça veut dire qu'on va remettre des usines à côté des villes? Alors, il y a plusieurs dimensions. Je pense qu'il faut remettre des petites unités de fabrication, pas des grosses. Et on est, en termes de connaissances et de technologie, un peu plus avancé qu'à l'époque où on avait ces usines. Donc, à la fois sur la connaissance des impacts de la pollution, par exemple, et aujourd'hui, en termes d'acceptabilité, tout bêtement, on pourrait pas remettre en ville ou à proximité des villes des productions très polluantes. On est encore à, essayer d'assainir des friches industrielles pleines de produits toxiques qui empoisonnent les enfants, les écoles, etc., pas très loin de Paris. Donc ça sera plus possible. En revanche, donc on a à la fois des connaissances, des procédés aujourd'hui qui permettent de produire plus propre. Par ailleurs, on a l'émergence des Fab Labs. Et surtout, on a tout ce qui est permis par l'économie circulaire et l'économie de fonctionnalité. Donc on peut remettre de la production en ville demain, par exemple par la transformation de choses qui sont déjà là. Par la réparation de choses qui sont déjà là. Ça recrée des jobs, ça recrée de la production locale, d'ailleurs sans consommer beaucoup plus de ressources, et c'est essentiellement local. Donc on a aujourd'hui des façons de faire de la production locale sans remettre des usines, énormément de camions qui importent les matières premières, etc. Et alors, est-ce que ça c'est envisageable, parce que il y a évidemment tout ça à quoi tu faisais référence, les artisans, et c'est génial, mais ça correspond à une frange de la population qui est quand même relativement riche. Est-ce que quand on parle de millions de personnes, c'est envisageable de le faire à cette échelle-là en fait? Les circuits courts, par exemple, moi j'ai vu pas mal d'études qui montrent que c'est moins cher en vrai de consommer des produits agricoles en circuit court, sous réserve qu'on sache les cuisiner, ce qui est plutôt là-dessus que ça a l'air de pêcher, notamment sur les franges les moins favorisées de la population. C'est pas que ça coûte plus cher, c'est que ça coûte plus en termes de savoir, d'apprentissage que les gens ont perdu, parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec une courgette. Du coup, ça ne marche pas. Et ils préfèrent acheter de la soupe en briques, c'est
il y a quand même rien de plus simple à faire qu'une soupe de légumes. Et les gens ne savent plus le faire. Non, mais c'est un sujet. Jamie Oliver avait un projet avec Michelle Obama aux États-Unis qui disait on va apprendre aux enfants, qui visait à remettre des cours de cuisine à l'école, un peu comme il y avait les cours avant d'économie domestique, en disant on va réapprendre, il faut que chaque enfant sorte de l'école en sachant cuisiner 10 recettes qui vont lui sauver la vie. Donc il y avait à la fois l'impact santé de ça, mais aussi l'impact, enfin la dimension pédagogique, éducation, savoir-faire. C'est si vous savez pas, vous pouvez toujours dire on va donner des paniers de légumes aux gens, ils savent pas comment faire. Mais en soi, les circuits courts fruits et légumes sont moins chers que l'achat en supermarché, qui donne l'impression inverse du fait qu'il y a beaucoup de promos, d'abondance, etc., mais qui génère aussi beaucoup de gaspillage. Et si on jette 30 à 40% de ce qu'on achète, on jette aussi factuellement 30 à 40% de l'argent qu'on a dépensé là-bas. Et puis on ne se cuisine pas les restes, etc. Enfin, il y a toute une forme différente d'économie domestique, pour reprendre ces cours des années 50, qui à l'époque n'étaient réservés qu'aux filles, s'il faudrait aussi mettre les garçons dedans. Mais à réapprendre. Mais en version moderne. Vous voyez, aujourd'hui, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, il ne s'agit pas de revenir à ce que vivait ma grand-mère. On a aussi les applis qui permettent d'aller chercher, d'acheter des produits moins chers parce qu'ils sont en limite fin de vie, etc. Enfin, et voilà, il y a aussi des outils plus modernes. Too Good To Go, par exemple. Oui, bien sûr. Etc. Mais si je ne me trompe pas trop, la France n'est pas trop mauvaise en gaspillage alimentaire par rapport à d'autres, j'entends. Je ne dis pas que c'est bien, mais moins pire. Alors, on a pris le sujet, on a mis du temps quand même à le prendre. On l'a pris après les Anglais, par exemple, quand même. Et au niveau des pouvoirs publics et au niveau des enseignes de supermarchés. Et puis, il y a eu quand même quelques lois, quelques efforts, quelques parlementaires qui ont poussé pour que le sujet soit pris. Moi, je n'ai pas vu de chiffres montrant que, de fait, on avait réduit. D'accord. Moi, j'ai jamais entendu parler d'un classement, mais... Ouais, alors je sais pas il faudrait voir sur quoi il est fait. Je sais, c'est globalement, comme on jette globalement un tiers, entre 30 et 40% de ce qu'on achète, de ce qui est produit, c'est juste énorme. La marge de progrès, elle est énorme. Nous, on avait fait une étude sur l'Île-de-France qui montrait que le premier produit en termes d'impact environnemental et d'impact financier pour les ménages qui est jeté, c'est évidemment la viande, parce que comme ça coûte plus cher et que ça émet beaucoup de CO2, notamment la viande rouge. Et génère beaucoup d'eau aussi. Voilà, c'est en termes d'impact environnementaux, on sait. Donc dès que vous jetez de la viande, ça coûte très cher en fait. Et en parallèle, on avait vu que 80% des ménages qui jetaient d'abord de la viande avaient soit un chat soit un chien, par exemple. Donc je suppose que tous ces ménages achètent par ailleurs des aliments industriels pour nourrir leurs animaux, tout en jetant de la viande que eux... voilà. Donc je pense qu'il y a plein de choses à réapprendre, que d'ailleurs l'industrie du pet food pourrait faire, en expliquant aux gens qu'au lieu de nous dire que s'ils ne mangent pas les croquettes, ça ne va pas aller, ils vont être aussi obèses que leur maître, ce qui est le cas. De toute façon, les animaux évoluent, ont les mêmes pathologies que les maîtres, du fait de la nourriture industrielle et du fait qu'ils ne bougent pas. Donc, du coup, si on va faire son jogging, il faut y aller avec son chat, c'est un peu compliqué, mais avec son chien. Non, mais donc, il pourrait très bien expliquer aux gens qu'ils peuvent donner à manger une ou deux. Ce que font certains vétos, ceux qui ne sont pas trop achetés par l'industrie, ils disent vous pouvez donner à manger à votre chat ou votre chien des aliments, les restes alimentaires, à condition qu'il y ait tel et tel équilibre, en ne le faisant pas plus de 2 ou 3 fois par semaine, et ça aiderait à écluser le gaspillage alimentaire, par exemple. Sûr. Et après, il faut habituer les animaux, mais... Oui, en général, il n'y a pas besoin d'habituer beaucoup un chat ou un chien à manger de la viande, un reste de steak haché. Non, c'est juste pour l'estomac, mais... Là, concrètement, globalement, c'est un triptyque, c'est-à-dire qu'il y a la société civile, les individus, les entreprises et puis l'État. On voit bien que le triptyque est hyper important. Les personnes qui nous écoutent, c'est quand même beaucoup des individus. Qu'est-ce que toi, tu leur dirais pour agir demain ? Parce qu'il y a évidemment cette problématique de consommer local, s'intéresser, etc. etc. Là, demain, admettons, ils vont faire les courses ou en tout cas, ils vont se nourrir. A priori, on a aussi très peu de denrées alimentaires chez soi. Finalement, on peut plus tenir. Avant, moi, je me souviens, mes parents, ils avaient pas plusieurs semaines, mais en tout cas plusieurs jours d'avance. Aujourd'hui, on a 1 jour, 2 jours, en fonction si on a une famille, des enfants, on va avoir un peu plus de denrées alimentaires à la maison, mais on en a de moins en moins. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ?
Pour aller dans ce sens-là, en fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se disent effectivement, je mange bio. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, ils le font d'abord pour eux et finalement, l'environnement, c'est une externalité positive. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est d'abord pour leur santé. Oui. C'est très individualiste. Mais s'ils veulent consommer un peu plus local, donc qui ait un impact sur l'environnement, disons, plus important, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'aussi, les consommateurs sont en manque de guide ou en tout cas de savoir comment faire. Alors il y a plein de manières. La première chose, c'est de refaire attention à ce qu'on achète, en fait. C'est-à-dire, pas forcément pour le changer dans un premier temps, mais au moins pour en prendre conscience. C'est-à-dire que, alors il y a des marchés sur lesquels c'est compliqué. Par exemple, sur les fleurs, l'affichage de l'origine n'est pas obligatoire. D'accord ? Donc quand je vais chez le fleuriste, alors mais ça n'empêche pas de poser la question. C'est-à-dire, vous voulez acheter un bouquet. Alors là, on rentre dans la période où ça va être à peu près sympa, parce que sinon en Île-de-France, en général, en hiver, c'est un peu la loose. Si on dit qu'est-ce que vous avez comme fleur locale, il n'y a pas grand-chose. Il y a des chardons et de la fleur de cire en général, et c'est tout. Là, on rentre dans la période avec le printemps et l'été qui arrive où c'est plus facile. Et donc, demandez d'où viennent les fleurs que vous envisagez d'acheter. À l'inverse, demandez qu'est-ce qu'il y a comme fleur locale. On s'aperçoit, et de saison, on s'aperçoit que souvent, le vendeur ne le sait pas. C'est ça. Mais du coup, il va chercher le responsable ou la responsable de la boutique et on finit par avoir l'info. Et essayer de au moins pour déjà, quitte à acheter des fleurs importées dans un premier temps, mais au moins prendre conscience du fait que ça vient de, je sais pas, que c'est importé par avion, de je sais pas où. En général, ils savent pas comment c'est importé. Mais... Non. Bon, alors ça vient, c'est local entre guillemets. Ils vous disent c'est hollandais, mais c'est sous serre, 24/24, chauffé, éclairé. Donc c'est pareil que de l'avion. Bon bref, prendre conscience de ça. Au supermarché, c'est plus facile sur les produits et légumes frais parce que c'est affiché et l'affichage est obligatoire. Donc regardez. Que ce soit en bio ou pas en bio, d'où ça vient, prendre conscience du fait que voilà, on peut acheter. Alors plus vous allez chez des petits primeurs locaux, des boutiques bio, etc., pas toutes, plus vous avez cette info et plus vous pouvez commencer à réorienter vos achats selon ce qui vous tente, voilà, vers des produits qui sont locaux, qui peuvent être bio et locaux, etc. Voilà. Et sachant que ça ne concerne pas, on parle beaucoup de l'alimentation, mais ça ne concerne pas que l'alimentation. Aujourd'hui, on peut choisir à domicile ou au bureau un fournisseur d'énergie, par exemple, qui s'appelle Enercop, qui produit des énergies renouvelables et locales. D'accord. Bon, ben voilà. Donc du coup, alors, sur l'énergie, c'est pas évident parce qu'évidemment derrière la prise, on sait jamais trop ce qu'il y a, d'où ça vient. Là pour le coup, il y a pas de traçabilité du tout. C'est pire que les fleurs. C'est pire que les fleurs. Mais c'est pareil. Donc ce choix-là, progressivement, on peut le faire de plus en plus. Là, j'ai été hier dans une conférence sur le textile. Et il commence à y avoir aussi du circuit court sur le textile, cette idée de savoir où c'est produit. Moi, je suis pas mal cliente d'Agnès B, qui, elle, communique beaucoup sur le fait... L'autre jour, j'étais frappée près de la caisse, il y avait un petit panneau expliquant qu'elle essayait de maintenir une partie de la production en France, que évidemment c'est compliqué parce que les savoir-faire s'en vont, qu'il y a de moins en moins d'entreprises, donc c'est difficile, mais elle arrive encore à maintenir à peu près 40% de sa production. Bon, ben voilà, poser les questions quand c'est pas affiché, s'informer quand c'est affiché, et globalement essayer de voir s'auto-tester sur comment on réagit à ça. Si on veut donner plus de sens, c'est possible. Ça demande un peu d'effort, mais essentiellement de l'effort d'information et ensuite potentiellement des efforts pour aller faire ces courses là où le choix est possible, parce que souvent on va s'apercevoir que le choix n'est pas possible. Mais il n'y a pas de label. Enfin, moi, par exemple, je sais que quand j'achète de la viande, parce que je mange de la viande chez le boucher, par exemple, il y a ce label qui s'appelle Bleu Blanc Cœur, donc qui te définit comment la bête a été nourrie finalement. Oui. Le boucher est même pas capable de me dire comment l'animal a été nourri. En fait, il n'en sait rien. Alors que c'est un boucher, c'est local. Enfin, c'est local. C'est pourquoi il y a des labels. En fait, c'est pour tous ces domaines où finalement on n'arrive pas à avoir de l'info. Souvent, même en parlant à quelqu'un qui est censé être bien informé, le boucher, il est plutôt censé en savoir plus que... Au demeurant, il y a quelques très bons bouchers en supermarché aussi, mais donc voilà. Donc ce qui est vrai que... un des apports théoriques de l'industrie, et y compris de l'hypermarché, quel que soit le caractère controversé aujourd'hui du modèle, c'est que la traçabilité industrielle fait qu'on est censé avoir ces infos plus facilement. Mais le circuit court aussi, c'est-à-dire que si le boucher achète en direct à un producteur, en général, il est capable de vous dire comment ça a été produit. Évidemment, s'il achète sur un marché de gros, au kilo, à Rungis, et encore à Rungis, il y a différents pavillons, etc. Donc,
il y a des endroits où il n'aura pas l'info. Et donc, quand vous lui demandez, ou quand tu lui demandes, ou quand je lui demande, il ne peut pas répondre. Moi, ça m'est arrivé. Chez le poissonnier, c'est hyper intéressant aussi de demander, parce que les zones de pêche qui sont affichées, elles sont très très larges, et elles ne parlent pas Atlantique Nord-Est, ça ne parle pas vraiment aux clients. Mais quand on pose la question, et quand ils ont une information plus précise, pêcher en Bretagne, la crevette, ils l'affichent. La crevette de Madagascar, comme elle est systématiquement bio, c'est intéressant de le savoir. Et bon, voilà. Donc il y a progressivement, en posant les questions, en fait, comme toujours, si on fait un choix, on dit informé. Il faut s'informer et pas considérer que quelqu'un d'autre va le faire à notre place, de me donner l'information. Il faut que j'aille c'est ça la difficulté, la complexité. C'est aussi pour ça que c'est plutôt réservé aux CSP+, aux gens qui ont un peu caricaturalement un bon niveau d'éducation, un bon niveau de revenu. Parce que, il faut savoir qu'il y a un problème, aller chercher l'info, et potentiellement, deux, pouvoir se payer la solution mieux disante, qui n'est pas toujours la moins chère, qui peut être la moins chère, on en parlait sur les circuits courts, mais pas toujours, parce que la consommation responsable n'étant pas encore très dominante, il y a un problème d'échelle. C'est pas forcément que c'est intrinsèquement plus cher. Mais qu'il y a une question de masse. Il y a une question d'économie d'échelle qu'il n'y a pas souvent. Après, très franchement, l'agriculture bio, c'est une agriculture où l'élevage extensif, c'est par définition pas intensif, moins intensif, et donc il y a moins de rendement, etc., que dans la production très industrielle qui était faite pour nourrir tout le monde à bas prix. Sauf qu'on a vu que là, typiquement dans l'alimentation à bas prix, elle a des coûts cachés. Il y a le coût environnemental qu'on va retrouver dans nos impôts et le coût pour la santé qu'on va retrouver dans nos frais de santé. Donc le budget des ménages sur l'alimentation a baissé de mémoire de moitié en 30 ans, mais de toute façon, le budget santé a augmenté. C'est ça, donc ça marche pas. Enfin, oui, et puis si on est en moins bonne santé, même si on a un téléphone de dernière génération, on va s'en servir moins longtemps par définition. C'est moins intéressant. Mais ce que j'aime bien dans ton discours, c'est je pense qu'effectivement, le fait de se renseigner et de savoir ce qu'on consomme, ça ne demande pas un effort incroyable, parce qu'on n'est pas en train de dire attention, tu ne devrais pas acheter ci, tu ne devrais pas acheter ça. On dit juste avoir conscience. Avoir conscience même des écarts qu'on fait, en fait. Et je pense que progressivement, on va voir que les écarts... Bon, il y a probablement quelque chose qui va se produire, on le voit. En ce moment, c'est assez marrant sur le fait de prendre l'avion. Oui. Il y a quelque chose qui va se produire, c'est que le fait de faire des écarts va être de moins en moins socialement acceptable. Et il y a cette histoire, j'étais l'autre jour au ministère, Christophe Itier, au ministère de l'écologie, a lancé un mouvement des acteurs engagés qui s'appelle 10% pour tout changer. Et ça part d'une idée d'un éditorialiste du New York Times qui dit, en gros, ce qui compte pour faire changer les comportements, c'est de faire changer la norme sociale. Autrement dit, vous n'avez pas envie d'être l'écolo de service parce que vous utilisez, j'en sais rien, des couches lavables pour votre gamin, dont tout le monde se moque dans votre groupe d'amis en disant les couches lavables, et les tongs, et je sais pas quoi. Bon. Et donc, ce que dit Gladwell, il dit en gros, Norman Gladwell, il dit à partir du moment où les pionniers qui ont adopté un comportement un peu différent, plus responsable, atteignent 10% de la population globale, alors ça commence à faire changer la norme sociale et on entraîne la majorité silencieuse bascule. D'accord ? Et ce point de la norme sociale, il est hyper important parce que si on veut faire du changement de comportement, il faut comprendre que on peut pas, ce que font en général malheureusement les campagnes, notamment de l'État et autres sur le changement de comportement, on vise des individus en expliquant aux gens individuellement pourquoi ils doivent changer. Sauf qu'on méconnaît le fait qu'il y a la norme sociale, l'effet d'entraînement, qu'on vit pas tout seul, on vit en groupe et que c'est plus facile de changer ensemble que de changer tout seul. Et donc, il faut activer cette dimension-là. Et donc, oui, il faut s'informer, mais on peut le faire ensemble et il y a un effet collectif. Ça rejoint ce que tu disais sur le triptyque, parce que pour le coup, pour moi, c'est là, notamment que les pouvoirs publics ont une responsabilité pour essayer de créer un mouvement collectif. Et les entreprises aussi, je pense que les entreprises, elles ont finalement, c'est elles qui ont le plus de budget pour faire du storytelling, donc pour raconter des histoires et faire ces changements comportementaux. En fait, ils l'ont déjà fait pour plein de choses. Et ils pourraient le faire pour le bien, finalement. Alors, la difficulté de l'entreprise, c'est qu'elle a plein de moyens, mais que la première chose qu'elle doit changer, c'est pas les comportements, c'est ses produits. Oui, c'est-à-dire que si, objectivement, si les gens veulent consommer responsable et trouvent pas les produits en question, là où ils font leurs courses habituellement, c'est-à-dire pour l'instant dans les supermarchés, hypermarchés, c'est un problème. Donc là, pour moi, la première responsabilité des entreprises, c'est de faire évoluer leur offre. Et dans un second temps, et notamment si elles font évoluer leur offre et qu'elles voient que les gens ne suivent pas, alors elles peuvent se dire, il faut que j'aide, je participe
au changement collectif et à faire changer les comportements. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est presque plus le boulot pour moi des pouvoirs publics, cette création d'un mouvement collectif vers un autre modèle de société, d'autres modes de vie, etc., que le mouvement des entreprises. Maintenant, comme sur certains sujets, il y a carence, franchement, du politique, et qu'à l'inverse, on voit des entreprises, je pense notamment à toutes les startups de la Silicon Valley, etc., qui au fond proposent quasiment un modèle politique. C'est les seuls à parler de comment on vivra dans 30 ans. Les politiques n'en parlent pas beaucoup de comment on vivra dans 30 ans. Or, un politique, il serait censé porter un projet de société pour dans 20 ou 30 ans, mais comme ils ne le font pas beaucoup parce qu'ils se battent sur du court terme, et des partis, et comment voilà, exactement. Du coup, il y a carence de cette prise en charge de l'intérêt collectif à long ou moyen terme. Et du coup, la société civile se tourne aussi vers d'autres acteurs qui sont ceux qui ont le plus de pouvoir et le plus d'argent, de fait, et qui façonnent nos modes de vie, quand même, qui sont les entreprises, en disant, vous, qu'est-ce que vous proposez ? Et certaines entreprises, typiquement, on peut ne pas adhérer à la vision du futur ou de la société qu'a Elon Musk. Je ne suis pas sûre d'y adhérer beaucoup. En tout cas, il a le mérite de proposer quelque chose. Du coup, voilà. Donc, c'est vrai que par carence aussi, certaines entreprises proposent quasiment des projets de société, en fait. Mais concrètement, ça doit être le jeu de tout le monde. Et les citoyens, en plus de s'informer, ce qu'on peut faire, à l'évidence, c'est utiliser notre pouvoir de consommateur pour faire bouger les entreprises, c'est-à-dire sanctionner d'une certaine façon les boîtes dont on pense qu'elles ont des pratiques pas top en n'achetant plus leurs produits, en signifiant qu'on n'achète plus leurs produits pour cette raison-là, ou en achetant les quelques produits responsables qu'elles font, mais pas les autres, pour bien envoyer le message, parce qu'au fond, le message principal qu'elles entendent, c'est l'évolution de la part de marché, l'évolution des ventes, et par ailleurs, faire évoluer les politiques en leur signifiant ce qui a été un peu, du coup, doublement le cas, j'ai envie de dire... pas toujours très heureusement aux européennes, mais le message qui est passé, c'est quand même les partis traditionnels nous proposent rien qui nous intéresse, on n'en veut plus. Et donc, il y a deux voies qui se dessinent. Voilà. Mais au moins, ce message-là, il passe d'une certaine façon. J'espère. Et alors, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. Ou les deux, comme tu veux. En écho à ce que je disais tout à l'heure, je pense que ce à quoi il faut qu'on claque la porte, c'est ce que Thomas d'Anzembourg appelle la pensée binaire, c'est-à-dire c'est ou ça ou ça. Typiquement, je parlais du local tout à l'heure. Nous, on travaille beaucoup sur la relocalisation de la production, comme on a compris, de la production économique, etc. Aussi avec l'idée qu'aujourd'hui, un tiers dans nos études de la prospérité d'un territoire est lié au dynamisme de l'économie locale. Mais c'est un tiers seulement. Donc, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. C'est pas où on s'inscrit dans la mondialisation, où on fait une monnaie locale et on consomme que local. Il faut les deux pour faire la prospérité d'un territoire. Et donc, pour répondre à ta question, du coup, je claquerai la porte à la pensée binaire qui dit c'est soit l'un, soit l'autre. Parce que ça marche pas. C'est inopérant et même ça bloque, ça fige dans une espèce de truc où, du coup, on sait pas quoi faire parce que tout l'un ou tout l'autre, c'est pas possible. Oui, comme on dit aux gens, non, mais il faut que tu choisisses, c'est soit ça, soit ça. Non, en fait. Et du coup, ça ouvre une porte vers un truc plus inclusif qui est le et. En fait, il faut les deux. Il faut redynamiser les économies locales et mieux s'inscrire dans une mondialisation qui peut être porteuse de sens, etc. Mais on n'ira pas contre la mondialisation. Je pense que c'est complètement mort utopique, mais dans le très mauvais sens du terme. Dystopique. Voilà. Mais par contre, c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas du coup, on embrasse la mondialisation de manière complètement naïve et en trouvant tout formidable. Et c'est très possible de faire les deux. Et c'est même bon pour les territoires de faire les deux. Super. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.